Ma femme a disparu. Sans avertissement. Juste un SMS, nous sommes à Hawaï. Occupe-toi des enfants. 5 enfants désemparés se tenaient sur le parking. J'ai appelé. Pas de réponse. Alors, j'ai pris une décision. Ce matin, mon téléphone a explosé, elle était de retour, et furieuse. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Chapitre 1. Le SMS qui a tout fait voler en éclats. Il était un peu plus de 19 h, un jeudi soir chaleureux. Je venais de me garer sur le parking de l'école, prêt à récupérer nos 5 enfants d'un programme d'activité périscolaire. Ma femme, Madison, avait organisé l'emploi du temps de la semaine comme elle le faisait toujours. D'habitude, ses SMS étaient incessants, récupère Tyler à 18 h 10. N'oublie pas le livre de piano de Leia. Emma ne peut pas manger de cacahuètes. Souviens-t'en. Mais ce jour-là, rien. Silence radio. Alors que je me garais et coupais le contact, mon téléphone a vibré. C'était elle. Une seule phrase. Un SMS qui n'avait aucun sens. Pas tout de suite. Nous sommes à Hawaï. Occupe-toi des enfants. Je l'ai regardé, clignant des yeux, le relisant. Était-ce une blague? Puis, dans le rétroviseur, je les ai vus. 5 petits visages. Nos enfants marchant vers la voiture, sac à dos sur les épaules, l'air fatigué et confus. Madison était censée les récupérer tous les 5. Où est maman? A demandé Tyler, notre fils de 10 ans, en ouvrant la portière. J'ai forcé un sourire. Elle a eu une urgence. Je suis là à sa place. Mais mes mains tremblaient. De retour à la maison, je l'ai appelé 1 fois, 2 fois, puis 10 autres fois. Directement sur sa messagerie. Aucune explication, aucun appel, aucun message vidéo, juste le silence. Le lendemain matin, j'ai envoyé un nouveau SMS. Que veux-tu dire par nous? Avec qui es-tu? Et les enfants? Est-ce que tu vas bien? Parle-moi, Maddy, s'il te plaît. Les jours ont passé, puis les semaines. Pas une seule réponse. Elle avait tout simplement disparu. Je me suis retrouvé à cuisiner pour 5, à brosser de longs cheveux avant l'école, à préparer les déjeuners, à réconforter les cauchemars. J'ai appelé sa mère. Elle n'avait eu aucune nouvelle. Sa sœur, aucune idée. Son travail? Elle a demandé un congé sans solde, m'ont dit nonchalamment les RH. Elle avait tout planifié. Elle avait disparu, me laissant seul avec tout le poids de la paternité et sans aucune feuille de route. Mais je ne suis plus l'homme que j'étais. Plus maintenant. Quelque chose en moi s'est endurci. Alors, j'ai pris une décision. Chapitre 2. La décision. 2 semaines. C'était le temps qui s'était écoulé depuis la disparition de Madison. 2 semaines de trajets chaotiques pour l'école, de déjeuners oubliés, et de crises de larmes dans la buanderie à 2 h du matin en pliant des chaussettes dépareillées. 2 semaines à éviter les questions des enfants comme « Quand est-ce que maman revient ?» et « A-t-elle pris un avion ou une fusée pour Hawaï ?» Et à travers tout cela, le silence de sa part était assourdissant. Mais le silence n'était pas le pire. C'était l'audace, la supposition que j'allais tout assumer, que je m'effondrerais tranquillement pendant qu'elle profitait des couchers de soleil avec celui qui se cachait derrière le « nous » de son message. Le matin du 15e jour, j'étais assis à la table de la cuisine, fixant le petit déjeuner que j'avais préparé. Des pancakes en forme d'animaux, parce qu'Emma avait pleuré la nuit précédente en disant que les pancakes en forme de girafe de maman lui manquaient. Les enfants venaient de partir pour l'école avec l'adolescente de nos voisins, qui avait proposé son aide après m'avoir vu m'endormir presque debout. Et c'est là que j'ai compris. Elle nous avait abandonnés. Pas seulement moi, mais les enfants, leur vie, leur stabilité. Pourquoi? Une évasion, une aventure, une nouvelle vie. Fini d'attendre, fini de supplier. Alors j'ai pris la décision. J'allais protéger nos enfants. Et j'allais reconstruire une vie sans elles. Mais d'abord, il me fallait des réponses. J'ai sorti mon ordinateur portable, les doigts tremblants de rage et de détermination, et j'ai ouvert notre compte cloud partagé. Madison n'était pas très douée en technologie, et j'avais configuré tous nos appareils, y compris la sauvegarde automatique de son téléphone et de son MacBook. J'ai fouillé dans les photos synchronisées,
les documents, les emails de confirmation de vol, et c'était là. Une réservation dans un complexe hôtelier de luxe à Maui. 2 billets. Son nom, et celui d'Ethan Dano. Je me suis figé. Ethan, mon ancien associé, mon témoin de mariage, l'homme qui, 3 ans plus tôt, avait souri à mes enfants et porté un toast à notre avenir éternel. Je me suis adossé à ma chaise, la fureur bouillonnant dans ma poitrine. Elle ne s'était pas contentée de s'enfuir. Elle l'avait rejoint. Elle n'avait pas seulement abandonné ses enfants. Elle les avait échangés contre un fantasme. Et maintenant, j'allais tout lui prendre. Mais je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais attendre. Et quand elle reviendrait en rampant, comme le font toujours les gens comme elle trouverait sa vie de rêve parfaite en cendres. Chapitre 3. La mise en place. Je n'ai pas explosé de rage. Je n'ai pas appelé. Je ne lui ai pas hurlé dessus ni envoyé de menaces de mort à Ethan. C'est ce à quoi il se serait attendu. Un mari brisé en train de perdre pied. Non, j'ai opté pour une stratégie à long terme. J'ai commencé par contacter un avocat spécialisé en droit de la famille, l'un des meilleurs de la ville. Pas encore pour le divorce, mais pour la garde. J'avais besoin d'une protection légale pour les enfants. Madison les avait abandonnés sans avertissement ni la moindre considération, et j'avais le SMS, les réservations de vol et l'absence totale de communication pour le prouver. Mon avocate, Sarah Grieve, s'est adossée à son fauteuil après avoir examiné les documents. Elle est fichue, dit-elle sans détour. Le tribunal va la dévorer. Une mère qui disparaît sans contact, laisse ses enfants sans surveillance et s'enfuit à Hawaï avec un autre homme. Vous avez tous les arguments pour obtenir la garde exclusive et des ordonnances de protection d'urgence. Parfait. Ensuite, j'ai rencontré un conseiller financier. Discrètement, secrètement, j'ai commencé à transférer nos fonds communs sur des comptes qui étaient désormais uniquement à mon nom. Pas illégalement, mais avec des reçus, des dépenses documentées, toutes liées à la prise en charge des enfants. Frais de scolarité, rendez-vous médicaux, nourriture, vêtements, garderie, tout ce que je faisais désormais seul. J'ai annulé ces cartes, gelé le compte joint. Elle m'avait laissé la responsabilité. Maintenant, elle n'aurait aucun désavantage. Et puis j'ai attendu. 3 autres semaines ont passé. Les enfants commençaient à s'adapter, demandant moins où elle était. Je les ai gardés près de moi. Je n'ai pas mal parlé d'elle devant eux. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe en silence. Et juste au moment où je pensais qu'elle ne reviendrait jamais, elle l'a fait. Il était 7h42, un mardi matin, quand mon téléphone s'est allumé avec son nom, une demande de FaceTime. Je l'ai ignoré. Quelques secondes plus tard, une autre. Puis un appel. Puis 5 SMS d'affilée. Où sont mes enfants? Pourquoi tu ne réponds pas? Je suis de retour en ville. Il faut qu'on parle maintenant. Tu es complètement fou. Nous devons élever les enfants ensemble. Tu leur fais du mal en ne me laissant pas les voir. Et voilà. La manipulation, la panique, la prise de conscience que son petit fantasme était terminé. Et je n'avais pas seulement attendu. J'avais avancé sans elle. J'ai finalement décroché l'appel. Son visage est apparu à l'écran, le teint hâlé et l'air frénétique, les yeux agités de fureur. Où sont les enfants, aboya-t-elle. Je n'ai pas scié. À l'école. Tu sais, là où ils ont été ces 5 dernières semaines pendant que tu étais trop occupé à siroter des cocktails avec Ethan. Elle a tressailli. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je suis leur mère. Tu l'étais, les jeux interrompus froidement. Mais les mères n'abandonnent pas leurs enfants avec un SMS. Sa voix s'est brisée. Ce n'était pas un abandon. C'était juste du temps pour moi. J'avais besoin d'une pause. J'ai regardé droit dans la caméra. Eh bien, félicitations. Tu as eu ta pause, et j'ai eu tout le reste. Puis j'ai raccroché et j'ai attendu son prochain coup. Chapitre 4. Le début des retombées. Elle s'est présentée à la maison le lendemain matin. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste le bruit de pneus crissant dans l'allée et des coups frénétiques à la porte d'entrée. J'ai ouvert lentement. Elle se tenait là, habillée comme si elle sortait tout droit de la plage, des lunettes de soleil de créateur dans ses cheveux emmêlés, un chemisier blanc sans manches, et un faux calme qui dissimulait à peine la tempête intérieure.
Où sont-ils? Demanda-t-elle, la voix tendue. À l'école, ai-je répondu platement. Là où ils sont censés être. Elle a essayé de me bousculer, mais je lui ai barré le passage. Tu ne vis plus ici, Madison. Ses narines se sont dilatées. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je reviens après quelques semaines, et tout d'un coup tu agis comme si j'étais une étrangère. Tu es une étrangère, ai-je dit, sans élever la voix. Tu as disparu. Tu m'as envoyé un SMS comme si j'étais un baby-sitter. Tu n'as même pas dit au revoir à tes enfants. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de respirer. Non, Madison, ai-je dit en croisant les bras. Tu avais besoin d'une permission pour t'envoler pour Hawaï avec un autre homme et abandonner ta famille. Et devine quoi? Tu ne l'as jamais demandé. Elle m'a dévisagé, la mâchoire tremblante. Tu ne peux pas me les enlever. Je suis leur mère. Je peux, ai-je dit froidement. Et je le fais déjà. Tu auras des nouvelles de mon avocat plus tard dans la journée. Elle a cligné des yeux. Tu as pris un avocat? Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste tendu une enveloppe. Elle était remplie de documents, une chronologie de sa disparition, des copies du SMS qu'elle avait envoyé, les reçus de tout ce que j'avais payé en son absence, les papiers de demande de garde d'urgence déjà déposés. Ses mains tremblaient en les parcourant. Je ne voulais pas partir si longtemps, murmura-t-elle. Ethan, il m'avait dit que ce ne serait qu'un court voyage, mais ensuite nous avons perdu la notion du temps. J'ai ri une fois, un rire froid et amer. Vous avez perdu la notion du temps pendant 5 semaines? Elle a levé les yeux, maintenant humides de larmes. Je veux arranger ça. J'ai penché la tête. Tu veux dire qu'Ethan t'a largué? Son silence a tout confirmé. J'ai continué. Tu l'as choisi lui plutôt que tes enfants. Et maintenant qu'il est parti, tu penses pouvoir revenir ici et reprendre les choses où tu les as laissées? J'ai fait une erreur. Non, Madison, ai-je murmuré. Tu as fait des choix. Puis j'ai fermé la porte. Derrière, je l'ai entendu tomber à genoux et sangloter, mais je n'ai pas rouvert. Et plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel de Sarah, mon avocate. Elle vient d'essayer de déposer une demande de garde partagée. Dit-elle, amusée. Mais elle ne savait pas que tu l'avais déjà devancée. Le tribunal examine tout. Avec ce que nous avons, elle n'a aucune chance. J'ai regardé notre maison silencieuse, les dessins scotchés au réfrigérateur, la famille que Madison avait jetée comme un déchet. Et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Chapitre 5. La débâcle publique. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures dans la vie si soigneusement mise en scène de Madison deviennent des fractures béantes. À la fin de la semaine, le tribunal a émis une ordonnance de garde exclusive temporaire, qui m'a été accordée. Madison n'était autorisée qu'à des visites supervisées en attendant une évaluation complète par les services sociaux. Son escapade à Hawaï avait soulevé de sérieux doutes, mais ce qui l'a le plus anéanti, c'est la décision du tribunal d'exiger une thérapie et des évaluations de ses compétences parentales avant même qu'elle puisse être envisagée pour une garde partagée. Elle est entrée d'un pas décidé dans l'audience ce jour-là, portant un blazer impeccable comme une armure, le visage parfaitement poudré. Mais dès que le juge a exposé les conditions et qualifié ses actions abandon parental caractérisé et irréfléchi, j'ai vu son masque s'effriter petit à petit. Pendant ce temps, je n'ai rien dit. J'ai simplement fourni des reçus, des chronologies, des emails. J'ai laissé ses propres choix parler plus fort que je ne l'aurais jamais pu. Et l'humiliation ne s'est pas arrêtée là. L'école a eu vent de ce qui s'était passé quand elle a essayé de se présenter à l'heure du déjeuner pour surprendre les enfants. Elle a été raccompagnée hors de l'établissement par la sécurité pendant que notre aîné, Tyler, se tenait figé derrière la fenêtre de la cafétéria. Le soir même, le groupe de discussion de l'association des parents d'élèves a explosé. Des captures d'écran de ses photos Facebook d'Hawaï et des cocktails, elle en bikini sur un yacht, Ethan lui embrassant le cou ont soudainement circulé comme une traînée de poudre. L'une des autres mères, une amie du quartier, a posté ceci, elle a disparu pendant 1 mois pour jouer les maîtresses à Maui et maintenant elle veut revenir comme si de rien n'était. Non, on ne joue pas à ça ici. Madison a supprimé tous ses réseaux sociaux dans l'heure qui a suivi, mais le mal était déjà fait. Le coup de grâce est venu lorsque la femme d'Ethan, oui, sa femme m'a appelé. Apparemment, Madison ne savait pas qu'il était marié et père d'un enfant. Sa femme, Lillian,
avait tout retracé après avoir trouvé une facture de téléphone secrète et des frais d'hôtel. Elle a demandé à me rencontrer en personne, et j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café le lendemain. Elle était élégante, posée, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. « Je veux que vous sachiez, dit-elle, que mon avocat dépose la demande de divorce demain. Je nommerai Madison dans la plainte. Pour aliénation d'affection. C'est toujours légal dans notre État. » J'ai failli m'étouffer avec mon café. Et elle a ajouté, « Si vous avez besoin d'un témoin pour le tribunal de la famille, je témoignerai. » J'ai hoché la tête. « Vous venez de devenir ma personne préférée de ce mois-ci. » Elle a souri. Brûlons-les tous les deux. Chapitre 6. Le coup final. Quand Madison est retournée au tribunal un mois plus tard, elle ne ressemblait en rien à la femme qui contrôlait autrefois chaque pièce où elle entrait. Fini les tenues de créateur et la confiance acérée. Elle portait une simple robe noire qui tombait sur ses épaules, son maquillage dissimulant à peine les nuits blanches gravées sur son visage. Ses yeux, autrefois si impérieux, passaient nerveusement du juge à moi, puis au siège vide où Ethan aurait dû se trouver. Il ne s'est jamais montré. Lillian, en revanche, était là. Elle a pris la barre pendant l'audience de garde, calme et directe. J'ai trouvé des SMS explicites entre Madison et mon mari alors que nous étions encore mariés, a-t-elle déclaré. Leur liaison a commencé bien avant leur départ pour Hawaï. Et quand ils sont partis pour leurs petites vacances, il a dit à notre fils qu'il était en voyage d'affaires. Il n'a même pas dit au revoir. Puis elle a tendu au juge un dossier imprimé avec des copies de photos, de mai et une lettre d'Ethan la suppliant de ne pas ruiner son image publique. Le juge, une femme plus âgée sans aucune tolérance pour les jeux, a regardé Madison comme si elle était de la vermine. « J'en ai assez entendu, dit-elle finalement, la voix dure. Madame Water, vos actions révèlent un schéma inquiétant de négligence et d'égoïsme. Vous avez abandonné vos enfants sans avertissement, n'avez pas pris contact pendant des semaines et les avez placés dans une situation de détresse émotionnelle. » Madison a essuyé ses larmes. « J'étais juste dépassé. »« Vous étiez à Maui », a claqué le juge. « Pas en cure de désintoxication, pas à l'hôpital. Dans un complexe hôtelier. Son marteau s'est abattu. Garde légale et physique exclusive accordée à Monsieur Walker. Droit de visite refusé jusqu'à nouvel ordre du tribunal. Vous subirez une évaluation psychiatrique complète avant que la Cour ne reconsidère vos droits parentaux. » La séance est levée. Madison a halté comme si on l'avait frappé. « Attendez, non, s'il vous plaît. Je ne voulais pas. » Mais l'huissier s'était déjà approché d'elle. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je me suis juste levé, j'ai boutonné mon manteau et je suis sorti de la salle d'audience dans l'air frais du matin. Plus tard dans la soirée, Madison m'a envoyé un dernier message. « Tu m'as ruiné. » J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé ma réponse. « Non. Tu as fait ça toute seule. » Épilogue. Les enfants vont mieux maintenant. Emma ne pleure plus avant de se coucher. Tyler a recommencé à jouer au baseball. Leia a même dessiné un « Papa le héros » pour son projet de classe. Quant à Madison, aux dernières nouvelles, elle a réemménagé chez sa mère dans une petite ville à 3 États d'ici, sans emploi et aux prises avec un procès intenté par Lillian. Ethan, lui, a perdu son travail, son mariage et la majeure partie de sa réputation dans notre cercle. Certains disent qu'il vit seul dans un studio bon marché. Moi, je ne suis pas amer. Je suis juste passé à autre chose, et je suis libre. Parce que parfois, la vengeance la plus puissante est de vivre une vie dont ils ne pourront plus jamais faire partie. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie, et abonnez-vous pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité, et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.